Le châle noir. « Attends ici, dit Bandit à d'Andrea. Je vais l'avertir. Si elle s'entête encore, tu entreras de force. » Myopes tous les deux, ils causaient debout très près l'un en face de l'autre. On aurait dit deux frères, de même âge, de même stature. Grands, maigres, raides, de cette raideur chagrine qui ergote, avec minutie. Et il n'était pas rare qu'en causant, l'un n'ajustât pas le pont des lunettes sur le nez de l'autre, ou son nœud de cravate sous le menton, ou encore, ne trouvant rien à redresser, il ne palpa les boutons de son veston. Du reste, il parlait extrêmement peu, et la tristesse taciturne de leur tempérament se révélait ouvertement dans l'accablement de leur visage. Élevés ensemble, ils avaient étudié en s'aidant l'un l'autre jusqu'à l'université, où l'un s'était diplômé en droit et l'autre en médecine. Leurs professions différentes les séparant la journée, vers le soir, ils faisaient ensemble leur promenade quotidienne le long de l'avenue à la sortie du pays. Ils se connaissaient tellement à fond qu'il suffisait d'un simple geste, d'un regard, d'un mot, pour que l'un saisît immédiatement la pensée de l'autre. De sorte que leur promenade débutait chaque jour par un bref échange de phrases, et se poursuivait en silence, comme si l'un avait donné à l'autre de quoi ruminer un bon moment. Et ils allaient tête baissée, comme deux chevaux fatigués, tous deux les mains derrière le dos. L'envie ne serait jamais venue, pas plus à l'un qu'à l'autre, de tourner un peu la tête du côté de la rampe de l'avenue, pour admirer le panorama de la vaste campagne, en contrebas, animée de buttes, de vallons et de plaines, avec la mer au fond, qui s'allumait toute au dernier feu du couchant. Vue d'une telle beauté qu'il paraissait vraiment incroyable que ces deux individus pussent passer devant de cette façon, sans même se retourner pour regarder. Quelques jours plus tôt, Bandit avait dit à d'Andrea « Eleonora ne va pas bien ». D'Andrea avait regardé son ami dans les yeux et compris que le mal de sa sœur devait être assez léger. « Veux-tu que je vienne la voir ?» Elle dit que non. Et tous deux, en se promenant, s'étaient mis à penser, les sourcils froncés, presque avec rancœur, à cette femme qui leur avait servi de mère et à laquelle ils devaient tout. D'Andrea avait perdu ses parents tout enfant, et avait été recueilli chez un oncle qui, de toute façon, aurait été incapable de lui assurer la réussite. Eleonora Bandit, orpheline elle-même à 18 ans, avec un frère beaucoup plus jeune qu'elle, s'était tout d'abord débrouillée à l'aide de quelques bribes que leur avaient laissées leurs parents, moyennant de menues et de sages économies. Puis, en donnant des leçons de piano et de chant, elle avait pu entretenir son frère pendant ses études, de même que son ami indivisible. Mais en échange, avait-elle coutume de dire en riant aux jeunes gens, « Je me suis adjugé toute la graisse qui vous manque. » En effet, c'était une virago dont on ne finissait pas de faire le tour. Pourtant, ses traits restaient infiniment doux, et elle avait conservé l'air inspiré de ces gros anges de marbre que l'on voit dans les églises, dans leurs tuniques voltigeantes. Et le regard de ces beaux yeux noirs, que de longs cils veloutaient, et le son de cette voix harmonieuse, semblaient vouloir atténuer par une certaine étude qui lui faisait peine, l'impression de hauteur que cette grosse masse pouvait causer de prime abord. Et elle en souriait mélancoliquement. Elle jouait du piano et chantait sans trop de correction sans doute, mais avec une fougue passionnée. Si elle n'était pas née et n'avait pas grandi entourée des préjugés d'une petite ville,
Si elle n'avait pas été retenue par ce frère cadet, peut-être se serait-elle lancée dans une carrière théâtrale. Ça avait été son rêve un certain temps. Rien d'autre qu'un rêve, pourtant. À présent, elle avait 40 ans. Du reste, la considération dont elle jouissait dans le pays, à cause de ses dons artistiques, la dédommageait, en partie du moins, de son rêve avorté, et la satisfaction d'en avoir réalisé un autre, c'est-à-dire d'avoir, par son travail, ménagé l'avenir à 2 orphelins, contrebalançait le long sacrifice de sa propre personne. Le docteur d'Andrea attendit un bon moment au salon que son ami revienne le chercher. Ce salon plein de lumière, bien qu'assez bas de plafond, aux meubles à l'ancienne déjà vétustes, respirait comme un air d'autrefois, et semblait, dans la quiétude des 2 grandes glaces se faisant face, se complaire dans l'immobile vision de son ancienneté décolorée. Les vieux portraits de famille accrochés au mur étaient, là-dedans, les vrais, les seuls locataires. De neuf, il n'y avait que le piano demi-queue, le piano d'Eleonora, que les effigies de ces portraits avaient tout l'air de regarder en chien de faïence. Finalement, le docteur, perdant patience au bout de cette longue attente, se leva, passa la tête par la porte et entendit pleurer dans la chambre, au-delà de l'autre porte fermée. Alors, il se décida à frapper de ses doigts pliés. « Entre !» dit Bandit en ouvrant. « Je me demande bien pourquoi elle s'entête de cette façon. »« Parce que je n'ai rien !» criait Eleonora à travers ses larmes. Assise dans un vaste fauteuil de cuir, vêtue de noir comme d'habitude, elle était énorme et pâle, mais toujours avec ce visage de fillette épaisse qui semblait plus curieux que jamais, et peut-être plus ambigu que curieux, à la suite d'un durcissement des yeux, comme d'une fixité démente, qu'elle aurait voulu dissimuler pourtant. « Je n'ai rien, je vous assure, » répéta-t-elle plus calmement. « Je vous en prie, laissez-moi tranquille, ne vous faites pas de soucis pour moi. »« Ça va, » conclut son frère, dur et têtu. « En tout cas, Carlo est ici. C'est lui qui va dire ce que tu as. » Et il sortit en claquant la porte derrière lui. Eleonora se cacha le visage dans les mains et éclata en sanglots violents. D'Andrea la regarda un moment, entre l'agacement et la gêne. Puis il demanda. « Pourquoi ? Qu'avez-vous ? Ne pouvez-vous donc même pas me le dire, à moi ?» Et comme Eleonora continuait à sangloter, il s'approcha, essaya, avec une froide délicatesse, d'écarter une main. « Calmez-vous, allons, dites-le-moi. Je suis ici pour cela. » Eleonora branla la tête, puis, tout à coup, saisit de ses 2 mains la main du docteur. Ses traits se contractèrent comme sous l'effet d'un élancement aigu. Et d'un ton gémissant, « Carlo, Carlo !» fit-elle. D'Andrea se pencha sur elle, un peu gauche dans son comportement si raide. « Dites-moi. » Alors, une joue contre la main du médecin. « Fais-moi mourir, Carlo !» le supplia-t-elle désespérément, à voix basse. « Viens à mon secours, je t'en supplie. Je n'en trouve pas le moyen. C'est le courage, c'est la force qui me manque. »« Mourir ?» demanda le jeune homme en souriant. « Que dites-vous là ? Pourquoi ? » ?»« Mourir, oui, » reprit-elle, les sanglots l'étouffant. « Dis-moi comment il faut s'y prendre. Tu es médecin. Délivre-moi de cette agonie, je t'en supplie. Il faut que je disparaisse. Il n'y a pas d'autre issue pour moi.
la mort uniquement. Il fixait les yeux sur elle, stupéfait. Elle aussi leva les yeux sur lui, mais pour les refermer immédiatement. Dans un haut-le-corps, et les traits contractés de nouveau, comme si elle était brusquement en proie à un dégoût incoercible. « Oui, oui, dit-elle résolument. Moi, oui, Carlo, perdu, je suis perdu. Instinctivement, d'Andrea retira la main qu'elle tenait dans les siennes. Quoi? Que dites-vous? Balbutia-t-il. Détournant le regard, un doigt sur la bouche, elle montra la porte. S'il savait. Ne lui dis rien, par pitié. Fais-moi mourir d'abord. Donne-moi quelque chose. Je le prendrai comme un médicament. Je penserai que c'est un médicament que tu me donnes, pourvu que cela soit tout de suite. Ah, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage. Voilà 2 mois, vois-tu, que je me débats dans ces affres d'agonie, sans trouver la force, le moyen d'en finir. Comment viendras-tu à mon secours, Carlo? Dis-moi. À votre secours? Répéta d'Andrea, la stupeur l'égarant encore. Eleonora tendit les mains pour lui prendre un bras, et, le regardant de ses yeux suppliants, elle ajouta. Si tu ne veux pas me faire mourir, ne pourrais-tu pas, d'une façon ou d'autre, me tirer de là? À cette proposition, d'Andrea se raidit plus que jamais, les sourcils sévèrement froncés. Je t'en conjure, Carlo, insistait-elle. Pas pour moi, mais pour que Giorgio ne le sache pas. Si tu juges que j'ai fait quelque chose pour vous, pour toi, viens à mon secours maintenant, sauve-moi. Faut-il finir de la sorte, après en avoir tant fait, tant souffert, de cette façon, dans cette ignominie, à mon âge? Ah, quelle misère, quelle horreur! Comment, Eleonora? Vous? Comment cela s'est-il passé? Qui est-ce? Fit d'Andrea qui, devant cette affreuse anxiété d'Eleonora, ne trouvait plus que cette interrogation pour satisfaire sa curiosité mêlée d'effarement. Elle montra de nouveau la porte et se couvrit le visage de ses mains. « Ne me force pas à penser. Je n'ai pas la force d'y penser. Tu ne veux donc pas épargner cette honte à Giorgio? »« Mais comment ?» demanda d'Andrea. « C'est un crime, vous savez. Ce serait un double crime. Dites-moi plutôt, ne serait-il pas possible de trouver une autre manière d'arranger la chose? »« Non, répondit-elle, tranchante et devenant de pourpre. En voilà assez. J'ai compris. Laisse-moi. Je n'en peux plus. Ses membres se relâchèrent. Elle abandonna la tête sur le dos du fauteuil, exténuée. Carlo d'Andrea, les yeux fixes derrière ses grosses lunettes de myope, attendit un bon moment sans trouver un mot, se demandant s'il fallait croire à cette révélation, sans parvenir à imaginer comment cette femme, jusque-là exemple et miroir de vertu, d'abnégation, avait bien pu fauter. Était-ce possible? Eleonora Bandi n'avait-elle pas, dans sa jeunesse, refusé tant de partis, l'un plus avantageux que l'autre, par amour de son frère? Comment se faisait-il qu'à présent, sur le déclin de la jeunesse, mais peut-être à cause de cela, il la regarda, et, devant ce corps si volumineux, son soupçon assuma soudain, aux yeux du maigre qu'il était, un aspect de turpitude obscène. « Allons, va-t'en,
s'écria tout à coup Éléonora irritée, qui, sans même le regarder, sentait sur elle, dans ce silence, l'horreur inerte de ce soupçon dans les yeux de Carlo. « Va le dire à Giorgio, qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Va !» D'Andrea sortit, presque en automate. Elle releva un peu la tête pour le voir sortir. Puis, la porte à peine fermée, elle retomba dans la posture d'auparavant. Après 2 mois d'affreuses angoisses, l'aveu de son état la soulagea de façon inespérée. Il lui semblait que le plus douloureux était fait. À présent, n'ayant plus la force de lutter, de résister à ce tourment, elle s'abandonnerait à son sort, quel qu'il pût être. Son frère allait entrer et la tuerait? Eh bien, tant mieux. Elle n'avait plus droit à aucune considération, à aucune pitié. Certes, pour lui et pour cet ingrat, elle avait fait plus que son devoir. Mais en un instant, elle avait perdu le résultat de tous ses bienfaits. Elle plissa les paupières, saisie de nouveau de dégoût. Pourtant, au tréfonds de sa conscience, elle se sentait misérablement responsable de sa faute. Oui, elle qui tant d'années avait résisté aux élans de la jeunesse, elle qui avait toujours abrité des sentiments purs et nobles, elle qui avait considéré son sacrifice comme un devoir. En un instant, se perdre. Oh, misère, misère! La seule raison qu'elle sentait pouvoir alléguer à sa décharge, quelle valeur avait-elle pour son frère? Pouvait-elle dire: « Regarde, Giorgio, si je suis tombée, c'est de ta faute. » Et pourtant, telle était la vérité. Elle avait servi de mère, n'est-ce pas, à ce frère. Eh bien, en récompense de tous les bienfaits joyeusement prodigués, en récompense du sacrifice de sa propre existence, jamais elle n'avait eu la joie d'entrevoir un sourire de satisfaction, même furtif, sur les lèvres de ce frère et de cet ami. Le silence et l'ennui semblaient empoisonner leur âme accablée sous le poids d'une niaiserie morose. Aussitôt après leur licence, ils s'étaient plongés dans le travail, comme 2 bêtes de somme, y mettant un tel acharnement qu'en peu de temps ils avaient réussi à se suffire à eux-mêmes. Or, cette hâte à s'affranchir d'elle, n'importe comment, comme s'il leur en tardait, l'avait blessée au fond du cœur. C'est ainsi que, presque d'un instant à l'autre, elle s'était trouvée sans aucun but dans l'existence. Que lui restait-il à faire, puisque les 2 jeunes gens n'avaient plus besoin d'elle? Cependant, sa jeunesse était gâchée irrémédiablement. Les premiers appointements n'avaient même pas amené un sourire sur les lèvres de son frère. Le sacrifice qu'elle avait fait lui pesait-il encore? Peut-être se sentait-il lié pour la vie par ce sacrifice, condamné à sacrifier sa propre jeunesse à son tour, et la liberté de ses propres sentiments à l'égard de sa sœur? Elle avait tenu à lui parler à cœur ouvert. « Ne te fais aucun souci pour moi, Giorgio. Je ne souhaite qu'une chose, te voir heureux, content. Tu comprends ?» Il lui avait immédiatement coupé la parole. « Tais-toi, tais-toi. Que dis-tu là? Je sais ce que j'ai à faire. C'est à mon tour, maintenant. » Comment? De cette façon? Aurait-elle voulu crier. Elle qui s'était sacrifiée sans y réfléchir à 2 fois, le sourire toujours sur les lèvres et le cœur léger.
comme elle connaissait son obstination, coriace et renfermée, elle n'avait pas insisté. Cependant, elle ne se sentait plus la force de continuer dans cette tristesse étouffante. De jour en jour, les émoluments de son frère augmentaient. Il l'entourait d'aises. Il avait exigé qu'elle cessât de donner des leçons. Dans cette oisiveté forcée qui l'humiliait, elle avait alors accueilli, malencontreusement, une idée qui l'avait fait rire tout d'abord. Si je trouvais à me marier. Mais elle avait 39 ans, et puis cette masse. Allons, un mari, il aurait fallu lui en fabriquer un sur mesure. Pourtant, c'était le seul moyen de se dégager et de dégager son frère de cette dette accablante de gratitude. Presque à son insu, elle s'était mise à soigner sa propre personne et elle prenait un certain air de fille à marier qu'elle ne s'était jamais donné. Les 2 ou 3 garçons qu'il avait demandés en mariage autrefois avaient femme et enfants à présent. Elle ne s'en était jamais souciée. Maintenant, à y repenser, cela l'agaçait, et elle enviait toutes ses amies qui étaient parvenues à se caser. Elle seule était restée. Mais peut-être était-il temps encore. Qui sait? Sa vie toujours active devait-elle vraiment se terminer ainsi, dans ce vide? La flamme vigilante de son esprit passionné devait-elle s'éteindre ainsi, dans cette ombre? Et une profonde amertume l'avait envahi, qu'aigrissaient certains mouvements de nervosité qui altéraient sa grâce spontanée, le son de sa voix, de son rire. Elle était devenue pimpante, presque agressive dans ses propos. Elle se rendait bien compte du changement de son comportement. À certains moments, elle se détestait, éprouvait de la répulsion pour ce corps vigoureux, du dégoût pour ces désirs insoupçonnés qui s'allumaient en lui, à l'improviste, en la troublant profondément. Entre-temps, son frère, grâce à ses économies, avait acheté une propriété où il s'était fait construire une jolie petite villa. Pressée par lui, elle y était allée 1 mois en villégiature. Puis, pensant que son frère avait peut-être acheté cette propriété pour se débarrasser d'elle de temps à autre, elle avait délibéré de s'y installer à demeure. De cette façon, elle le laisserait libre du tout au tout. Elle ne lui imposerait plus sa compagnie, sa vue. Quant à elle, peu à peu, elle s'ôterait de la tête cette curieuse lubie de chercher un mari à son âge. Les premiers jours s'étaient fort bien passés, et elle avait cru qu'il serait facile de continuer ainsi. Elle avait pris l'habitude de se lever tous les jours dès l'aube, et de se promener longuement à travers champs, s'arrêtant de temps à autre, comme en proie à un sortilège, tantôt pour écouter dans le silence frappé de stupeur de la plaine, où quelques brins d'herbe, tout près, frissonnaient à la fraîcheur de l'air, le chant des coqs qui s'appelaient d'une aire à l'autre, tantôt pour admirer quelques rochers tigrés de tartre verdis, ou le velours du lichen, sur le vieux tronc abattu de quelque olivier sarrasin. Ah, là, tout près de la terre, elle allait se refaire une âme, une autre façon de penser et de sentir. Elle ressemblait à la brave épouse du métayer, qui se montrait si heureuse de lui tenir compagnie, et qui lui avait déjà appris tant de choses de la campagne, tant de choses pourtant si simples de la vie, et qui en révélaient cependant un sens profond nouveau, insoupçonné. Par contre, le métayer était insupportable. Il se vantait d'avoir des idées larges, lui. Il avait tourné et viré dans le monde, lui. Avait été en Amérique, 8 ans à Buenos Aires, et n'entendait pas que son fils unique, Gerlando, se contente de gratter la terre. C'est pourquoi il lui faisait faire des études depuis 13 ans. Il voulait lui donner de l'instruction, disait-il, pour l'expédier ensuite en Amérique, là-bas, dans le grand pays où il ferait fortune, sans aucun doute.
Gerlando avait 19 ans, et, en 13 ans, il était à peine arrivé à la 3e année d'école professionnelle. C'était un gros garçon rude, mal équarri. Cette idée fixe de son père était pour lui un vrai martyr. En fréquentant ses camarades de classe, il avait pris sans le vouloir un certain air de ville, qui le rendait encore plus empoté. Tous les matins, à grand renfort d'eau, il arrivait à lisser ses cheveux hérissés, à y tracer une raie d'un côté. Mais les cheveux, une fois secs, se redressaient, drus et rêches, comme s'ils giclaient du cuir chevelu. Et les sourcils aussi semblaient gicler en dessous du front bas. Et déjà, les premiers poils de moustache et de barbe commençaient à pousser en petites touffes sur la lèvre et sur le menton. Pauvre Gerlando! Il faisait pitié, gros, si dur, tellement hirsute, avec son livre ouvert devant lui. Certains matins, son père suait sang et eau pour le tirer d'un sommeil profondément savouré, de gorées comblées et repues, et pour l'acheminer, hébété et trébuchant, les yeux bouffis, à la ville voisine, à son martyre. Lorsque la demoiselle était arrivée, Gerlando l'avait fait prier par sa mère de convaincre son père de ne plus le tourmenter au sujet de ses études. De ses études, de ses études. Il n'en pouvait plus. Et, en effet, Éléonora avait essayé d'intercéder en sa faveur. Mais le métayer... Ah, non, non, et non. Considération, respect, tout le respect pour mademoiselle. Mais prière aussi de ne pas se mêler de cette affaire. Alors, un peu par pitié, un peu pour s'amuser, un peu pour se donner une tâche, elle avait commencé à aider ce pauvre garçon dans les limites de ses possibilités. Chaque après-midi, elle le faisait venir avec ses livres et ses cahiers. Il montait, emprunté et honteux, car il s'apercevait bien que la patronne prenait plaisir à se moquer de sa balourdise, de sa tête dure. Mais que pouvait-il y faire? Son père l'exigeait, pour les études. Et oui, une vraie bourrique, il le reconnaissait sans peine. Mais quand il s'agissait d'abattre un arbre, un bœuf, fichtre. Et Gerlando montrait des bras noueux, avec certains yeux tendres et un sourire entre des dents blanches et fortes. À l'improviste, d'un jour à l'autre, elle avait arrêté les leçons. Elle ne voulait plus le voir. Elle s'était fait transporter son piano de la ville et, plusieurs jours durant, elle s'était enfermée pour jouer, chanter, lire, nerveusement. Enfin, un soir, elle s'était aperçue que ce gros garçon, privé brusquement de son aide, de la compagnie qu'elle lui accordait et des plaisanteries qu'elle se permettait avec lui, se postait pour la guetter, pour l'entendre chanter et jouer. Et, cédant à une mauvaise inspiration, elle avait tenu à le surprendre. Et laissant de but en blanc son piano, elle avait dévalé l'escalier de la villa. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'écoute. »« Tu aimes ça ?»« Oh oui, madame. J'ai l'impression d'être au paradis. » À cette déclaration, elle était partie d'un éclat de rire. Mais soudain, Gerlando, comme fouetté en plein visage par ce rire, avait bondi sur elle, là, derrière la villa, dans tout ce noir, au-delà de la zone de lumière qui venait du balcon ouvert, en haut. Voilà comment cela s'était passé. Terrassée, elle n'avait pas su le repousser. Elle avait comme perdu l'essence. Elle ne savait plus comment, sous cet élan brutal, et elle s'était abandonnée, oui, en cédant, sans rien vouloir concéder pourtant. Le lendemain, elle était retournée en ville. Et maintenant, pourquoi Giorgio ne venait-il pas lui jeter sa honte en pleine figure? Peut-être d'Andrea ne lui avait-il encore rien dit.
Peut-être réfléchissait-il au moyen de la tirer de là. Mais comment? Elle se prit le visage dans les mains, comme pour ne pas voir le vide qui s'ouvrait devant elle. Mais ce vide, il était au-dedans d'elle. Et il n'y avait aucune issue. La mort, uniquement. Quand? Comment? Tout à coup, la porte s'ouvrit et Giorgio apparut sur le seuil, blême, défait, les cheveux ébouriffés, les yeux encore rougis de larmes. D'Andrea le tenait par le bras. « Je tiens seulement à savoir ceci, » dit-il à sa sœur, les dents serrées, d'une voix sifflante, en scandant presque les syllabes. « Je veux savoir qui c'est. » Éléonora, la tête basse, les yeux fermés, branla lentement la tête et se remit à sangloter. « Tu vas me le dire !» cria Bandit en s'approchant, mais retenu par son ami. « Et qui que ce soit, tu l'épouseras. »« Oh non, Giorgio !» gémit-elle, en ployant de plus en plus la tête et en se tordant les mains sur les genoux. « Non, c'est impossible, impossible. »« Il est marié ?» demanda-t-il en s'approchant de plus près, les poings serrés, terribles. « Non !» s'empressa-t-elle de répondre. « Mais ce n'est pas possible, crois-moi. »« Qui est-ce » reprit Bandit, frémissant de la tête aux pieds et la serrant contre lui. « Qui est-ce ? Tout de suite, le nom !» Sentant sur elle la fureur de son frère, Éléonora haussa les épaules, essaya de relever un peu la tête et gémit sous ses yeux furieux. « Je ne peux pas le dire. »« Son nom, ou je te tue !» rugit alors Bandit, en levant un poing sur elle. Mais d'Andrea s'interposa, repoussa son ami, puis lui dit sévèrement : « Va-t'en, toi. Elle va me le dire, à moi. Va, va. » Et il le fit sortir de force. Son frère fut irréductible. Pendant les quelques jours indispensables à la publication des bans, il s'acharna à provoquer le scandale. Pour prévenir les quolibets auxquels il s'attendait de la part des gens, il prit le parti farouche de clamer sa honte aux quatre vents, en un langage d'une affreuse crudité. Il semblait fou, et tout le monde le prenait en pitié. Néanmoins, il fallut pas mal batailler avec le métayer, avant de le faire condescendre au mariage de son fils. Malgré toutes ses idées larges, le vieux, d'abord, parut tomber des nues. Il se refusait à croire une chose pareille. Puis il dit : « Votre seigneurie peut en être sûre. Je vais le rouer de coups. Vous savez comment ? Comme on foule le raisin. Ou plutôt, faisons ça. Je vous le livre pieds et poings liés, et votre seigneurie en fera tout ce que bon lui semblera. Le nerf de bœuf, pour la dégeler, c'est moi qui m'en charge. Je vais le faire tremper 3 jours au moins, exprès pour qu'il tape plus dur. » Mais quand il comprit que son patron n'entendait pas cela du tout, mais voulait autre chose, le mariage, il tomba de nouveau de son haut. « Quoi ? Qu'est-ce que votre seigneurie me dit là ? Une grande dame de cette espèce avec le fils d'un pauvre croquant de mon genre ?» Et il répondit par un refus tout sec. « Pardonnez-moi, mais mademoiselle avait du jugement et son âge. Elle connaissait le bien et le mal. Elle n'aurait pas dû agir avec mon fils comme elle l'a fait. Vous me permettez de le dire. Elle l'attirait chez elle tous les jours. Votre seigneurie saisit. Ce sale gosse, à cet âge-là, on ne raisonne pas, on ne fait pas attention.
Et moi, à présent, je risque de perdre mon fils. Dieu sait ce qu'il me coûte. Mademoiselle, sauf votre respect, pourrait être sa mère. » Bandit dut promettre de reconnaître la propriété en dot à sa sœur, sans parler d'une pension journalière, de sorte que le mariage fut décidé. Et quand il eut lieu, ce fut un véritable événement pour cette grosse mais médiocre bourgade. On aurait dit que tout le monde prenait un plaisir fou à mettre en charpie l'admiration, le respect qu'on avait eu pour cette femme, comme si entre l'admiration et le respect dont on ne la jugeait plus digne, et les brocards dont on accompagnait ces noces honteuses, il n'y avait aucune place pour un peu de commisération. La commisération, elle était entièrement pour son frère, lequel, cela va de soi, ne voulut pas entendre parler d'assister à la cérémonie. Pas plus que d'Andrea, d'ailleurs, sous prétexte qu'il devait tenir compagnie, en cette triste journée, à son pauvre Giorgio. Un vieux médecin de la ville, qui avait été familier des parents d'Eleonora, et auquel d'Andrea, frais émoulu de l'université, avec les fumées et les sophistications de la toute dernière thérapeutique, avait soustrait une grande partie de sa clientèle, se proposa comme témoin et amena un vieillard de ses amis comme second témoin. C'est avec eux qu'Eleonora se rendit en voiture fermée à la mairie, puis dans une église un peu écartée pour la cérémonie religieuse. Le jeune marié, torve et renfrogné, suivait dans une autre voiture avec ses parents. Ceux-ci, endimanchés, se tenaient sur leur quant à soi, graves et se rengorgeant comme des paons. À la fin des fins, leur fils épousait une vraie dame, sœur d'un avocat, et qui lui apportait en dot une propriété avec une magnifique villa, et des sous par-dessus le marché. Gerlando, pour se rendre digne de sa nouvelle condition, continuerait ses études. C'est lui, son père, qui s'occuperait du domaine, parce qu'il s'y entendait, lui. La jeune mariée était un peu montée en graine, tant mieux. L'héritier était déjà en route. Suivant la loi de la nature, elle mourrait la première. Alors, Gerlando resterait libre et riche. Telles étaient les réflexions, et autres similaires, que les témoins du jeune marié faisaient de leur côté dans une troisième voiture, des paysans amis de son père, en compagnie de deux vieux oncles maternels. Les autres parents et amis du jeune marié, innombrables, attendaient à la villa, endimanchés, les hommes dans des complets de drap bleu, les femmes dans de petites capelines neuves, avec des foulards aux tons éclatants. En effet, le métayer, aux idées larges, avait préparé une réception, je ne vous dis que ça. À la mairie, au moment d'entrer dans la salle de mariage, Eleonora fut secouée d'une crise de larmes. L'époux se tenait à l'écart, dans le cercle familial, et ses parents le poussaient à accourir, mais le vieux médecin le pria de ne pas se montrer, de rester à distance pour l'instant. Mal remise de cette crise violente, Eleonora entra dans la salle. Elle trouva à ses côtés ce garçon que l'embarras et la honte rendaient plus hirsute et plus empoté que jamais. Elle eut un sursaut de révolte. Elle était sur le point de crier « Non, non !» Puis elle lui lança un coup d'œil comme pour le pousser à crier « non », lui aussi. Mais peu après, tous deux dirent « oui », comme condamnés à une peine inévitable. Après un office lestement enlevé dans la petite église solitaire, le triste cortège s'achemina vers la bourgade. Eleonora refusait de se séparer de ses deux vieux amis, mais force lui fut de monter en voiture avec son mari et ses beaux-parents. Le long du chemin, pas un mot ne fut échangé dans la voiture. Le métayer et sa femme semblaient apeurés. De temps à autre, ils levaient les yeux sur leur bru, à la dérobée. Puis ils échangeaient un regard et rebaissaient les yeux.
Le jeune marié regardait dehors, replié sur lui-même, les sourcils froncés. À la villa, ils furent accueillis par un crépitement de pétards, des cris joyeux et des applaudissements. Mais l'air et le comportement de la mariée glacèrent tous les invités, bien qu'elle s'efforçât de sourire à ces braves gens qui cherchaient à lui faire fête à leur façon, comme il est d'usage pour les noces. Elle demanda bientôt la permission de se retirer, mais en trouvant le lit conjugal dans la chambre où elle avait dormi pendant ses vacances, elle s'immobilisa soudain sur le seuil. Ici, avec lui? Non, jamais. Et soulevée de dégoût, elle se sauva dans une autre chambre, s'y enferma à clé, s'écroula sur une chaise, en se pressant fort, fort, le visage des deux mains. À travers la porte, elle entendait monter vers elle les voix, les rires des invités, qui taquinaient Gerlando, en vantant, plutôt que l'épouse, l'alliance qu'il faisait, et cette belle propriété. Pour toute réponse, Gerlando, du balcon où il se tenait, écrasé de honte, haussait à intervalles ses puissantes épaules. Honte. Oui, il avait honte d'être un mari pareil, le mari de cette dame, voilà tout. Et c'était la faute de son père, lequel, avec cette maudite idée fixe des études, l'avait fait traiter comme un galopin stupide et incapable par la demoiselle en villégiature, ce qui lui permettait certaines plaisanteries qui l'avaient vexé. Et voilà le résultat. Son père ne pensait qu'à la belle propriété, mais lui, quelle vie allait-il mener avec cette femme qui l'embarrassait tellement et qui lui en voulait certainement à cause de sa honte et de son déshonneur? Comment oserait-il lever les yeux devant elle? Et de plus, son père qui prétendait lui faire continuer ses études. Figurez-vous comme ses camarades allaient se gausser de lui. Elle avait 20 ans de plus que lui, sa femme, et elle avait l'air d'une montagne. Elle avait l'air... Tandis que ces réflexions travaillaient Gerlando, son père et sa mère vaquaient aux derniers préparatifs du repas de noces. Finalement, l'un et l'autre se présentèrent, triomphants, dans la salle où la table était dressée. Pour l'événement, le service de table avait été apporté par un traiteur de la ville, qui avait envoyé en outre un cuisinier et 2 serveurs. Le métayer s'en vint trouver Gerlando sur le balcon. « Va avertir ta femme que ce sera prêt dans quelques instants, » dit-il. « Ma foi, non, je n'irai pas, » grogna Gerlando en tapant du pied. « Allez-y, vous. »« C'est à toi à y aller, bourrique !» lui cria son père. « C'est toi le mari, va !»« Merci bien, ma foi non, que je n'irai pas, » répéta Gerlando, têtu, en se défendant de ses bras tendus. Alors son père, en colère, le tira par le revers de son veston et lui décocha une bourrade. « Tu as honte, gros animal. Tu es bien allé avant. Et maintenant, tu n'oses pas? Vas-y, c'est ta femme !» Les invités accoururent rétablir la paix et décidèrent Gerlando. « Quel mal y a-t-il? Tu lui diras de venir manger un morceau. »« Puisque je ne sais même pas comment l'appeler !» cria Gerlando, exaspéré. Quelques invités éclatèrent de rire. D'autres s'empressèrent de retenir le métayer, qui s'élançait déjà pour gifler ce garçon idiot qui lui gâchait la fête préparée avec tant de solennité et à tant de frais. « Tu l'appelleras par son nom de baptême, » lui disait tout doucement sa mère, essayant de le décider. Comment s'appelle-t-elle? Éléonora, n'est-ce pas? Alors, toi, appelle-la Éléonora. N'est-ce pas ta femme? Va, mon petit, va. Et ce disant, elle l'achemina vers la chambre conjugale. Gerlando frappa à la porte. Une première fois, doucement. Attendit. Silence. Quoi faire? Fallait-il la tutoyer, comme cela, de but en blanc?
Ah, quel tintouin! Mais pourquoi ne répondait-elle pas? Peut-être n'avait-elle pas entendu? Il frappa plus fort, attendit. Silence. Alors, gauchement, il se mit à l'appeler à voix basse, comme lui avait recommandé sa mère. Mais un « Éléonora » si ridicule lui sortit de la bouche qu'immédiatement, pour l'effacer, il appela très haut, carrément. « Éléonora !» À la fin, il entendit la voix d'Éléonora demander de derrière la porte d'une autre pièce. « Qui est-ce » Il se dirigea vers cette porte, le sang se retournant dans ses veines. « Moi, dit-il. Moi, Gerlando. C'est prêt. Je ne peux pas, répondit-elle. Vous vous passerez de moi. Gerlando retourna dans la salle, soulagé d'un gros poids. Elle ne vient pas. Elle dit qu'elle ne viendra pas. Elle ne peut pas. Bravo, bourrique, s'exclama son père, qui ne l'appelait jamais autrement. Lui as-tu dit que c'était servi? Pourquoi ne l'as-tu pas forcé? Sa femme s'interposa. Elle fit entendre à son mari qu'il valait mieux, peut-être, laisser tranquille la nouvelle épouse, ce jour-là. Les invités approuvèrent. L'émotion, la gêne, ça se comprend. Mais le métayer qui tenait à prouver à sa belle-fille que, le cas échéant, on avait de l'usage, se mit à bouder et donna de mauvaise grâce l'ordre de servir. Chez tous ces invités, il y avait certes l'envie de ces fins morceaux qui allaient venir devant eux. Mais il y avait aussi une véritable consternation, à la vue de ce superflu qui brillait sur la nappe neuve et les éblouissait. 4 verres de formes diverses, les fourchettes de tailles diverses, les couteaux et les couteaux à dessert, et ces petits pains, enfin, dans leur papier de soie. Assez en retrait de la table, ils transpiraient dans leurs gros complets du dimanche en drap, et se regardaient, faces dures, cuites au soleil, qu'une propreté insolite défigurait. Et ils n'osaient pas lever leurs grosses mains déformées par les travaux des champs pour prendre ces fourchettes en argent. La petite ou la grande? Et ces couteaux, sous les regards des serveurs gantés de fil blanc qui tournaient avec leurs plateaux et les plongeaient dans un terrible embarras. Cependant, tout en mangeant, le métayer observait son fils et branlait la tête, d'un air de commisération goguenarde. « Regardez-le, regardez-le, grommelait-il. Quelle tête il fait, là, sans sa moitié, au bout de la table. Comment son épouse pourrait-elle avoir un brin de considération pour un babouin de cet acabit? Elle a raison, parfaitement raison, d'avoir honte de lui. Ah, si j'étais à sa place. » Le repas s'étant terminé dans une maussaderie généralisée, les invités, sous un prétexte ou l'autre, s'en allèrent. Le soir allait tomber. « Et maintenant ?» dit son père à Gerlando, quand les 2 garçons eurent fini de desservir et que tout redevenait tranquille à la villa. « Qu'est-ce que tu vas faire à présent? C'est le moment de te débrouiller. » Et il donna l'ordre à sa femme de le suivre dans les communs qu'ils habitaient, non loin de la villa. Resté seul, Gerlando jeta un regard autour de lui, les sourcils froncés, ne sachant quoi faire. Dans le silence, il sentait la présence de celle qui s'était enfermée de l'autre côté. Peut-être, pour l'heure, n'entendant plus aucun bruit, allait-elle sortir? Alors, lui, que ferait-il? Ah, qu'il se sauverait volontiers coucher à la ferme,
près de sa mère, ou même à la belle étoile, sous un arbre, par exemple. Pourtant, si elle s'attendait à ce qu'il l'appelle, si, résignée à la condamnation que son frère avait décidé de lui infliger, elle se considérait comme en son pouvoir, à lui son mari, et elle attendait qu'il la... bien sûr, qu'il l'invite à... Il tendit l'oreille. Mais non, tout était silencieux. Peut-être s'était-elle endormie? Il faisait déjà nuit. Les rayons de lune entraient par le balcon ouvert. Sans songer à allumer, Gerlando prit une chaise pour aller s'asseoir sur le balcon qui donnait, de haut, sur la campagne tout autour, déclinant vers la mer, là-bas, tout au fond, au loin. Dans la nuit claire, les étoiles premières resplendissaient, limpides. La lune allumait sur la mer une bande miroitante d'argent. De la vaste plaine jaune de chaume s'élevait en tremblant le chant des grillons, tel un trémolo de grelots pressé et ininterrompu. Soudain, un petit duc, tout près, poussa un kiou langoureux, à serrer le cœur. De loin, un autre lui répondit, comme un écho, et tous deux continuèrent un bon moment à sangloter ainsi, dans la nuit claire. Un bras appuyé à la balustrade du balcon, instinctivement, pour se soustraire à cette incertitude qui l'écrasait, il se boucha les oreilles à ces deux kiou qui se répondaient dans le silence ensorcelé de la lune. Puis, apercevant là-bas, au fond, un tronçon du mur qui clôturait la propriété, il songea que toute cette terre était à lui, à cette heure. À lui, ses arbres, oliviers, amandiers, caroubiers, figuiers, mûriers. À lui, ses vignes. Il avait rudement raison d'être content, son père, puisque, à partir d'aujourd'hui, il ne dépendrait plus de personne. À la fin des fins, ce n'était pas une idée saugrenue de lui faire continuer ses études. Mieux valait être là-bas, être en classe, que d'être ici toute la journée, en compagnie de sa femme. Quant à remettre à leur place ses camarades, qui auraient envie de s'amuser sur son dos, il s'en chargerait fort bien. Il était un monsieur, à présent, et que lui importerait si on le mettait à la porte de l'école? Mais cela ne se produirait pas. Et même, il se proposait d'étudier d'arrache-pied, maintenant, pour pouvoir un jour, sous peu, figurer parmi les honnêtes gens du pays, sans se sentir gêné en leur compagnie, et parler et traiter avec eux de père à compagnon. Il lui suffirait de 4 années d'études pour obtenir un diplôme de l'Institut technique, et puis expert agronome ou comptable. Alors, son beau-frère, monsieur l'avocat, qui semblait avoir jeté sa sœur au chien, serait bien obligé de le saluer chapeau bas. Parfaitement, messieurs. Et alors, il aurait tout le droit de lui dire « Qu'est-ce que tu m'as donné ?» À moi, cette vieille-là? J'ai étudié, j'ai une profession de monsieur, et je pouvais aspirer à une jolie fille, riche et aussi bien née qu'elle. Tout en réfléchissant ainsi, il s'endormit le front sur le bras, appuyé à la balustrade. Les deux kiou poursuivaient, l'un tout près de l'autre au loin, leurs plaintes voluptueuses alternées. La nuit claire semblait faire frémir sur la terre son voile sonore de grillons, et de loin arrivait le grommellement profond de la mer, telle une obscure menace. La nuit s'avançait déjà, quand Éléonora apparut comme une ombre sur le seuil du balcon. Elle ne s'attendait pas à trouver le jeune homme endormi. Elle en eut peine et crainte tout ensemble. Elle se demanda un moment s'il fallait le réveiller pour lui dire ce qu'elle avait établi à part elle-même.
puis l'ôtait de là. Mais sur le point de le secouer, de l'appeler par son nom, le cœur lui manqua, et elle se retira tout doucement, comme une ombre, dans la chambre d'où elle était venue. L'entente fut facile. Le lendemain matin, Eleonora parla maternellement à Gerlando. Elle le laissait maître de tout, libre de faire ce que bon lui semblerait, comme s'il n'existait aucun lien entre eux. Quant à elle, elle ne demandait qu'une chose, qu'on la laisse là, de côté, dans cette petite chambre, avec la vieille bonne de la maison, qu'il avait vue naître. Gerlando, qui avait quitté le balcon presque à la fin de la nuit, engourdi par l'humidité, pour aller se coucher sur le divan de la salle à manger, surpris dans son sommeil, avec une grande envie de se frotter les yeux des deux poings, la bouche ouverte dans l'effort de froncer les sourcils, car il tenait à montrer non pas qu'il comprenait, mais qu'il était convaincu, dit oui à tout. Certainement oui, de la tête. Mais quand son père et sa mère furent au courant de cet arrangement, ils jetèrent les hauts cris, et c'est en vain que Gerlando essaya de leur faire entendre que cela lui convenait ainsi, qu'il en était même plus que satisfait. Pour calmer de façon ou d'autre son père, il dut lui promettre formellement que les premiers jours d'octobre il retournerait en classe, et pour renchérir, sa mère lui imposa de choisir la plus belle chambre pour dormir, la plus belle chambre pour étudier, la plus belle chambre pour manger, toutes les plus belles chambres. Et tu n'as qu'à commander à la baguette, tu sais. Sinon, c'est moi qui viendrai te faire obéir et te faire respecter. Enfin, elle jura de ne plus jamais adresser la parole à cette grimacière qui méprisait tant son fils, un si beau gars qu'elle n'était pas même digne de regarder. À partir de ce jour-là, Gerlando se mit à étudier, à reprendre la préparation interrompue des examens de repêchage. Un peu tard, à vrai dire. Il avait à peine 24 jours devant lui. Mais qui sait? En y mettant un peu d'ardeur, réussirait-il peut-être finalement à enlever ce diplôme technique pour lequel il se torturait depuis 3 ans. Eleonora, secouant l'abattement gros d'angoisse des premières journées, sur le conseil de la vieille domestique, entreprit de préparer la layette du futur nouveau-né. Elle n'y avait pas pensé. Elle en pleura. Gesa, la vieille bonne, l'aida, la guida dans ce travail où elle était inexperte. Elle lui donna les mesures des premières chemises, des premiers bonnets. Le destin lui réservait cette consolation, et elle n'y avait pas encore pensé. Elle aurait un petit, une petite qu'elle soignerait, à qui elle se consacrerait toute. Mais le bon Dieu lui ferait la grâce de lui envoyer un petit garçon. Elle était vieille, elle mourrait vite, mais comment laisserait-elle à un père, tel que celui-là, une fillette à laquelle elle-même aurait inspiré ses idées, ses sentiments? Un garçon souffrirait moins de ses conditions d'existence, où, sous peu, le mauvais sort le placerait. Ses pensées l'étreignaient, le travail la fatiguait. Alors elle reprenait un des livres qu'elle s'était fait expédier par son frère autrefois, et se mettait à lire. Par intervalles, d'un geste de la tête,
elle demandait à la domestique. « Que fait-il » Geza haussait les épaules, faisait une moue, puis répondait. « La tête dans son livre. » « Dort-il » ? Qui sait ? Il pensait, Gerlando. Il pensait que, tout compte fait, sa vie n'avait vraiment rien de gai. Tenez, il avait un domaine, et c'était comme s'il ne l'avait pas. Une femme, et c'était comme s'il n'en avait pas. En lutte avec ses parents, en rage contre lui-même, qui ne parvenait pas à retenir quoi que ce soit. Rien et rien, de tout ce qu'il étudiait. Et dans cette oisiveté énervante, il sentait au fond de lui comme des ferments d'âcres désirs, et entre autres celui de sa femme, parce qu'elle se refusait à lui. Elle n'était plus désirable, il est vrai, cette femme. Mais quel pacte que le leur. Il était le mari, et c'était lui qui aurait pu dire ça, le cas échéant. Il se levait, sortait de la pièce, passait devant la porte de la chambre d'Eleonora. Mais tout de suite, en l'apercevant, il sentait s'évanouir toutes ses intentions de rébellion. Il grognait tout bas, et, pour ne pas reconnaître que le courage lui manquait au moment voulu, il se disait qu'elle n'en valait vraiment pas la peine. Un de ces jours-là, il rentra de la ville, défait, recalé une fois de plus à son examen technique. Maintenant, c'en était assez, pour de bon. Il ne voulait plus entendre parler de rien. Il prit livres, cahiers, équerres, étui, crayons, et descendit devant la villa pour en faire un feu de joie. Son père se précipita pour l'en empêcher, mais Gerlando, fou de rage, se révolta. « Laissez-moi faire, je suis le maître ici. » Sa mère survint. On vit accourir quelques paysans qui travaillaient dans les champs. Des jets de fumée d'abord espacés, puis de plus en plus denses, montèrent de ce tas de papier, au milieu des cris de l'assistance. Puis une lueur, puis une flamme crépita et s'éleva. Au cri, Eleonora et la domestique apparurent sur le balcon. Gerlando, blême et se rengorgeant comme un dindon, dépoitraillé et furibond, lançait dans les flammes les derniers livres qu'il tenait sous le bras, instrument de sa longue et inutile torture. À ce spectacle, Eleonora, se retenant à grand-peine de rire, se retira prestement, mais sa belle-mère s'en était aperçue. « Elle y prend plaisir, tu sais, la dame, » dit-elle à son fils. « Tu la fais rire. »« Elle pleurera, » cria alors Gerlando menaçant, levant la tête vers le balcon. Eleonora entendit la menace et pâlit. Elle comprit que la quiétude pesante et triste dont elle avait bénéficié jusqu'alors s'achevait. Le destin ne lui avait octroyé qu'un moment de trêve. Mais que pouvait bien vouloir d'elle cette brute ? Elle était déjà à bout de force. Un autre coup, même léger, la terrasserait. Peu après, elle vit arriver Gerlando, sombre, le souffle court. « À partir d'aujourd'hui, on va changer de vie, » annonça-t-il. « Je me suis assez embêté. Je retourne travailler dans les champs, comme mon père. Par conséquent, tu vas en finir de faire la dame. Tout de suite, enlève-moi cette lingerie. Celui qui va naître sera un paysan aussi, et par conséquent, il n'a pas besoin de ses dentelles et de ses fanfreluches. Tu vas renvoyer la bonne. C'est toi qui feras à manger et qui feras le ménage, comme ma mère l'a fait. Compris ? » Eleonora se leva, pâle et vibrante d'indignation. « Ta mère est ta mère, » lui dit-elle en le regardant fièrement dans les yeux. « Et moi, je suis moi, et je suis incapable de devenir rustre à côté du rustre que tu es. Tu es ma femme,
cria alors Gerlando en se rapprochant, violent et la prenant par un bras. Et tu vas faire ce que j'exige. C'est moi qui commande, ici. Tu comprends? Puis il se tourna vers la vieille domestique et lui montra la porte. Allez-vous-en. Allez-vous-en tout de suite. Je ne veux pas de domestique chez moi. Je viens avec toi, Gesa, cria Eleonora en cherchant à dégager le bras qu'il tenait encore dans sa poigne. Mais Gerlando ne lui céda pas. Il la serra plus fort, l'obligea à s'asseoir. Non, ici, tu resteras ici, à la chaîne, avec moi. À cause de toi, j'ai dû supporter qu'on se gausse de moi, en voilà assez. Tu vas venir par ici, sortir de ton repère. Je ne veux plus rester tout seul à pleurer mon chagrin. Dehors! Et il la poussa hors de la chambre. As-tu donc pleuré jusqu'à présent? Lui dit-elle, les yeux mouillés de larmes. Est-ce que j'ai exigé quelque chose de toi, moi? Ce que tu as exigé? De ne pas être incommodé, de n'avoir aucun contact avec moi, comme si je n'existais pas, que je ne méritais aucune familiarité de ta part, matrone. Et tu m'as fait servir à table par une salariée, tandis que c'était à toi de le faire, en tout et pour tout, comme le font toutes les femmes. Mais que prétends-tu de moi, en somme? Lui demanda Eleonora, mortifiée. Puisque tu l'exiges, dorénavant, je te servirai de mes propres mains. Ça va? Et ce disant, elle éclata en sanglots. Ses jambes se dérobèrent, et elle s'abandonna. Gerlando, éperdu, confus, la soutint, aidé de Gesa, et tous les deux l'installèrent sur un siège. Vers le soir, brusquement, elle fut prise des douleurs de l'accouchement. Gerlando, en proie au repentir et à la frayeur, courut appeler sa mère. Il expédia un ouvrier en ville à la recherche d'une sage-femme, tandis que le métayer, voyant en danger le domaine, si sa belle-fille avortait, rudoyait son fils. « Animal, gros animal, tu en fais de belle, et si elle mourait maintenant? Si tu n'avais pas d'enfant, tu serais sur le pavé, qu'est-ce que tu ferais? Tu as abandonné tes études, et tu ne sais même pas tenir une pioche. Tu es perdu. »« Que m'importe » cria Gerlando, « pourvu qu'il ne lui arrive rien à elle. » La mère survint, les bras levés. « Un médecin! Il faut un médecin tout de suite! Elle me semble mal en point. »« Qu'a-t-elle » demanda Gerlando interdit. Mais son père le poussa dehors. « Dépêche-toi, dépêche-toi » Le long du chemin, Gerlando, tremblant, se morfondant, se mit à pleurer, tout en s'efforçant de courir. À mi-chemin, il tomba sur la sage-femme qui arrivait en voiture avec la domestique. « Au trot, au trot » cria-t-il. « Je vais chercher le médecin, elle est au plus mal. » Il trébucha, s'écroula. Couvert de poussière, il se mit à courir, désespérément, mordant sa main écorchée. Quand il revint de la ville, Eleonora était à l'article de la mort, exsangue. « Assassin! Assassin » aboyait presque Gesa en s'empressant autour de sa maîtresse. « C'est de sa faute! Il a osé porter la main sur elle. » Cependant, Eleonora faisait non de la tête. Elle sentait peu à peu la vie lui manquer avec son sang, peu à peu ses forces faiblissantes l'abandonnaient. Elle était déjà glacée. Eh bien, elle ne souffrait pas de mourir. La mort était si douce, quel soulagement, après ces atroces souffrances. Et le visage blême, le regard au plafond, elle attendait que ses yeux se ferment d'eux-mêmes, doucement, doucement, à jamais. Elle ne distinguait déjà plus rien. Comme en rêve, elle revit le vieux médecin qui lui avait servi de témoin, et lui sourit.
Gerlando ne quitta le chevet du lit ni jour ni nuit, tout le temps qu'Éléonora y demeura entre la vie et la mort. Finalement, quand on put l'asseoir sur un fauteuil, on aurait dit une autre femme, diaphane, presque exsangue. Elle trouva devant elle un Gerlando qui semblait lui aussi sorti d'une maladie mortelle, et tout autour les parents attentifs. Elle les regardait de ses beaux yeux agrandis et dolents, dans sa maigreur blême, et il lui semblait qu'il n'existait plus entre eux aucune relation, comme si elle revenait à cette heure même, neuve et différente, d'un lieu très lointain, où tout lien avait été rompu, non seulement avec eux, mais avec sa vie antérieure. Elle respirait à peine. Au moindre bruit, son cœur sursautait et battait en tumulte. Une lourde lassitude s'appesantissait sur elle. Alors, la tête appuyée au dossier du fauteuil, les yeux fermés, le regret la poignait de ne pas être morte. Que faisait-elle encore ici-bas? Pourquoi être condamnée à avoir encore devant les yeux ces visages autour d'elle et ces choses dont elle se sentait tellement, tellement loin? Pourquoi voir se rapprocher ces apparences accablantes et rebutantes de sa vie d'autrefois? Rapprochement qui lui semblait quelquefois plus brusque, comme si quelqu'un la poussait pour la contraindre à voir, à sentir la présence, la réalité vivante et respirante de la vie odieuse qui ne lui appartenait plus. Elle croyait fermement qu'elle ne se lèverait jamais plus de ce fauteuil. Elle croyait que, d'un moment à l'autre, elle mourrait le cœur crevé. Mais non, au contraire. Au bout de quelques jours, elle put se tenir debout et, soutenue, faire quelques pas dans sa chambre. Puis, avec le temps, descendre les escaliers et prendre l'air au bras de Gerlando et de la domestique. Enfin, elle prit l'habitude de se rendre, à l'heure du couchant, jusqu'à la lisière du ravin qui limitait au sud le domaine. Là, s'ouvrait une vue magnifique sur le coteau, en contrebas du plateau qui déclinait doucement jusqu'à la mer, là-bas. Les premiers jours, elle s'y rendit accompagnée, comme de coutume, par Gerlando et Gesa. Puis, sans Gerlando. Enfin, seule. Assise sur un rocher, à l'ombre d'un olivier centenaire, elle fixait ses regards sur la côte au loin, à peine incurvée en de légers croissants de lune, en de légers seins, se découpant sur la mer qui changeait selon l'haleine des vents. Elle regardait le soleil, tantôt se noyer lentement comme un disque de feu au milieu des brumes cotonneuses étendues sur la mer toute grise, tantôt descendre en triomphe sur les vagues embrasées dans une pompe splendide de nuages enflammés. Elle voyait dans le ciel crépusculaire humide jaillir, liquide et calme, la lumière de Jupiter. S'avivait à peine la lune diaphane et vaporeuse. Elle buvait des yeux la mélancolique douceur du soir imminent, et respirait dans la béatitude, se sentant pénétrée jusqu'au fond de l'âme par la fraîcheur, la quiétude, tel un apaisement surhumain. Pendant ce temps, là-bas, dans les communs, le vieux métayer et sa femme se remettaient à comploter contre elle, en incitant leur fils à songer à son état. « Pourquoi la laisses-tu toute seule ?» lui répétait son père. « Tu ne t'aperçois donc pas que, depuis sa maladie, elle t'est reconnaissante de l'affection que tu lui as témoignée? Il ne faut pas la laisser un moment, il faut chercher à entrer dans son cœur, et puis obtenir que la domestique ne couche plus avec elle dans sa chambre. Maintenant qu'elle va bien, elle n'en a plus besoin la nuit. » À ces injonctions, Gerlando s'ébrouait de la tête aux pieds. Jamais de la vie. L'idée ne lui viendrait jamais que je pourrais... Figurez-vous, elle me traite comme un fils.
je voudrais que vous entendiez les propos qu'elle me tient. Elle se sent vieille, passée, finie pour ce monde. Figurez-vous. Vieille? Interrompit la mère. Bien sûr, ce n'est plus une jeunette, mais vieille, tout de même, non. Et toi? Ils te prendront les terres, reprenait le père. Je te l'ai déjà dit, et tu resteras sans le sou, à la rue, sans enfant. La femme morte, la dot revient à sa famille. Tu auras finalement fait une jolie affaire. Tu auras sacrifié tes études et ton temps, pour ça, sans aucun bénéfice. Pas même pour une poignée de mouches. Pense-y quand il est encore temps. Tu en as déjà trop perdu. Qu'est-ce que tu attends? Par les bonnes manières, reprenait la mère, doucereuse. Il faut y aller gentiment, et le lui dire, même. Regarde, qu'est-ce que j'ai gagné avec toi? Je t'ai respecté, comme tu le voulais. Mais toi, maintenant, il faut penser un peu à moi. Comment je resterais, moi? Qu'est-ce que je ferais, si tu me quittais comme ça? À la fin des fins, juste Dieu, ce n'est tout de même pas aller à la guerre. Et tu pourrais ajouter, renchérissait le père, tu pourrais ajouter, alors, tu voudrais faire plaisir à ton frère qui t'a traité de cette façon, me faire mettre à la porte d'ici comme un chien par lui? C'est la sacro-sainte vérité, tu sais. Tu serais chassé comme un chien, à coups de pied, et moi et ta mère, pauvre vieux, avec toi. Gerlando ne répondait rien. Au conseil de sa mère, il éprouvait presque un soulagement, mais agaçant, à la façon d'un chatouillement. Quant aux prévisions de son père, elles lui remuaient la bile et l'enflammaient de colère. Quoi faire? Il voyait les difficultés de l'entreprise comme il en voyait la nécessité urgente. Il fallait à tout prix essayer. À présent, Éléonora venait à table avec lui. Un soir, à souper, le voyant les yeux fixes sur la nappe, pensif, elle lui demanda « Tu ne manges pas? Qu'as-tu » Il avait beau s'attendre depuis plusieurs jours à cette question que son attitude provoquait, sur le moment, il fut incapable de répondre comme il l'avait délibéré, et eut un geste vague de la main. « Qu'as-tu » insista Éléonora. « Rien, » répondit-il, embarrassé. « Mon père, comme d'habitude. »« Toujours au sujet de tes études » demanda-t-elle en souriant pour le pousser à parler. « Non, bien pis, » fit-il. « Il met tellement d'ombre devant moi. Il me tourmente à cause de mon avenir. Parce qu'il est vieux, qu'il dit. Et moi, comme ça, sans feu ni lieu. Tant que tu es là, ça ira. Mais après, rien, qu'il dit. Dis à ton père, répondit alors gravement Éléonora en baissant les paupières, comme pour ne pas voir la rougeur monter aux joues de Gerlando, dis à ton père qu'il n'a pas de souci à se faire. J'ai pris toutes mes dispositions. Dis-le lui, il peut rester tranquille. Et même, puisque nous sommes sur ce sujet, écoute. Si je venais à manquer, subitement, nous appartenons à la vie et à la mort, dans le second tiroir de la commode dans la chambre, tu trouverais dans une enveloppe jaune un papier pour toi. Un papier, répéta Gerlando, ne sachant quoi dire, confus de honte. Éléonora fit signe que oui de la tête, puis ajouta, ne te fais pas de soucis. Soulagé et content, Gerlando, le lendemain matin, rapporta à ses parents ce que lui avait dit Éléonora. Mais ceux-ci, le père surtout, n'en furent nullement satisfaits. Un papier? Elle te roule. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Son testament, c'est-à-dire la donation du domaine à son mari.
et s'il n'était pas fait en bonne et due forme. Le soupçon était aisé, attendu qu'il s'agissait de la rédaction privée d'une femme, sans l'assistance d'un notaire. Et puis, n'aurait-on pas affaire au beau-frère, l'homme de loi, un filou? Un procès, mon garçon? Dieu t'en garde. La justice n'est pas faite pour les pauvres diables, et celui-là, de rage, serait capable de te montrer noir ce qui est blanc, et blanc ce qui est noir. De plus, ce papier, y était-il vraiment dans le tiroir de la commode? Si elle le lui avait dit pour ne plus être tracassée. Tu l'as vu? Non. Alors. Mais admettons qu'elle te le montre. Qu'est-ce que tu y comprendras? Qu'est-ce qu'on y comprend, nous? Tandis qu'avec un enfant, ici même, ne te laisse pas rouler. Écoute-nous. Un enfant en chair et en os. Pas de papier. De sorte qu'un jour, Éléonora, qui se tenait à l'ombre de son olivier à la lisière du ravin, vit surgir brusquement devant elle Gerlando, arrivé à pas de loup. Elle s'était enveloppée des pieds à la tête dans un châle noir. Elle avait froid, bien que le mois de février fût si doux qu'on aurait déjà dit le printemps. En bas, le vaste coteau était vert d'avoine. Au fond, la mer placide conservait, de même que le ciel, une teinte rosée un peu déteinte, mais d'une suavité extrême, et les champs, dans l'ombre, semblaient comme laqués. Lasse d'admirer, dans ce silence, cette merveilleuse harmonie de tons, Éléonora appuyait la tête au tronc de l'olivier. Son châle, ramené sur sa tête, ne laissait à découvert que le visage, qui en semblait plus pâle. « Que fais-tu » lui demanda Gerlando. « Tu ressembles à la Vierge aux 7 douleurs. »« Je regardais, » lui répondit-elle dans un soupir, en fermant à demi les yeux. Mais il reprit. « Si tu voyais comme tu es bien, dans ce châle noir. »« Bien, » dit Éléonora en souriant mélancoliquement. « J'ai froid. »« Non, je dis bien d'aspect, expliqua-t-il en balbutiant. Puis il s'assit par terre à côté du rocher. Éléonora, la tête appuyée au tronc de l'arbre, ferma les yeux, sourit pour ne pas pleurer, assaillie par le regret de sa jeunesse misérablement perdue. À 18 ans, oh oui, elle avait été jolie, tellement. Tout à coup, alors qu'elle s'absorbait ainsi, elle se sentit secouer légèrement. « Donne-moi la main, » lui demanda-t-il d'en bas, les yeux brillants. Elle comprit, mais fit semblant que non. « La main? Pourquoi? » lui demanda-t-elle. « Je serais incapable de te relever. Je n'en ai plus la force, même pas pour moi. La nuit tombe. Allons-nous-en. » Et elle se leva. « Il ne s'agit pas de m'aider à me lever, » expliqua de nouveau Gerlando, toujours assis. « Restons ici, dans le noir. C'est si beau. » Ce disant, lestement, il lui prit les genoux dans les bras, un sourire nerveux sur ses lèvres sèches. « Non » cria-t-elle, « tu es fou. Lâche-moi. » Pour ne pas tomber, elle se cramponna à ses épaules et le repoussa. Mais, à ce geste, le châle se déroula, et comme elle se courbait sur lui qui s'était agenouillé maintenant, le châle l'enveloppa et le recouvrit. « Non, je te veux, fit-il alors, comme ivre, en la serrant de plus en plus étroitement d'un bras, alors que de l'autre, il cherchait sa taille, plus haut, enveloppé de l'odeur du corps d'Éléonora. Mais elle, par un suprême effort, réussit à se dégager.
Elle courut jusqu'au rebord du ravin, se retourna, cria « Tu l'auras voulu !» Et ce disant, elle le vit sur elle, violent, se ploya en arrière, s'abîma dans le ravin. Il se retint à grand-peine, hébété, hurlant, les bras en l'air. Il entendait un plouf terrible, tout en bas. Il tendit la tête. Un tas de vêtements noirs au milieu du vert de ce coteau, en contrebas. Et le châle, qui s'était ouvert au vent, s'en allait tomber mollement, ouvert comme il l'était, un petit peu plus loin. Les mains dans les cheveux, il se retourna vers la maison champêtre. Mais soudain, il fut frappé droit dans les yeux par la grosse face pâle de la lune à peine sortie du fourré des oliviers. Là-haut, et atterré, il demeura là. À l'observer, comme si du haut du ciel, elle avait vu, et l'accusait.